Un nouveau journal consacré à l'actualité africaine avec vous, Pierre Boudias, bonjour. Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous. 6 à 15 ans de prison dans l'affaire de détournement du fonds pour les déplacés internes burkinabés. Lourde peine saluée par les défenseurs des réfugiés. Vous entendrez le président de la Fédération burkinabé pour la défense des droits humains en début de journal. Vers une rupture entre pouvoir guinéen et forces vives. La plateforme annonce qu'elle ne reconnaîtra plus le gouvernement à partir du 31 décembre. Opposition et société civile dénoncent la prolongation annoncée de la période de transition. La crise mozambicaine place l'Afrique du Sud dans l'embarras. Malgré les manifestations anti-gouvernementales, Pretoria a salué en début de semaine la réélection de Daniel Chapo, le gouvernement sud-africain accusé de privilégier ses intérêts purement économiques. Et puis c'est l'un des grands déçus de cette année sportive, le sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango, rentré bredouille des Jeux de Paris. Récit d'un grand gâchis à retrouver en fin d'édition. On en parlait hier sur RFI, 4 fonctionnaires lourdement condamnés au Burkina Faso. Ils étaient accusés d'avoir détourné plus de 4 millions d'euros destinés à l'aide aux déplacés. La justice leur inflige des peines de 6 à 15 ans de prison, une sévérité qui s'inscrit dans le contexte de la crise inédite que connaît le pays. Plus de 2 millions de personnes sont actuellement déplacées sur le territoire. La Fédération burkinabé pour la défense des droits humains vient en aide à ces personnes démunies, coordonne des actions. Abdoulaye Sidibé la préside. Il se félicite de ces condamnations et estime que c'est un message envoyé à tous ceux qui détournent des fonds publics. C'est vraiment un scandale de détournement des fonds qui ont été destinés pour les personnes vulnérables. Et que si on dit des Burkinabés vont se permettre, surtout des fonctionnaires, vont se permettre à détourner ces fonds, c'est vraiment très, très déplorable. C'est un message envoyé à tout le monde, fonctionnaires, non fonctionnaires, tous ceux qui sont en train de travailler sur ces volets humanitaires. C'est une alerte. Nous avons vraiment salué cet acte du gouvernement et que nous continuons de demander au gouvernement de toujours voir. Est-ce qu'il n'y a pas toujours des détournements dans d'autres ministères ou dans d'autres secteurs? Il y a beaucoup de gens qui ont détourné des fonds de l'État et qu'ils vont répondre. Et nous félicitons le gouvernement, une fois de plus, nous félicitons le gouvernement et nous demandons de continuer sur ce chemin-là et espérons que demain serait un lendemain meilleur pour toute la population du Burkina Faso. Abdoulaye Sidibé, président de la Fédération burkinabé pour la défense des droits humains. Justice au Sénégal où Barthélémy Dias refuse de baisser les bras. Si l'opposant a définitivement perdu son siège de député, il a toujours l'espoir de redevenir maire de Dakar, poste qu'il occupait depuis 2022, mais dont il a été déchu le 13 décembre par un arrêté préfectoral qui fait suite à une condamnation pour homicide en 2017 qui le rendait inéligible. Barthélémy Dias conteste la décision devant 2 juridictions et attend désormais confiant leur verdict. À Dakar, Gwenda Lavina. Bien qu'il ne soit officiellement plus maire de la capitale depuis le 13 décembre, à en croire ses réseaux sociaux, Barthélémy Dias fait comme si de rien n'était. Dans un post de mardi soir, on peut le voir faire une tournée dans Dakar à la rencontre des habitants afin d'évaluer les préparatifs des festivités de fin d'année et remercier les équipes techniques. La semaine dernière encore, il participait même à la retraite du conseil municipal à Sali, bien que Ngone Mbeng, son ancienne première adjointe, soit désormais légalement aux commandes de la municipalité. L'un de ses proches explique que Barthélémy Dias reste, je cite, dans sa position de maire pour laquelle il a été élu par les Dakarois avec un état d'esprit qui est bon et combatif. Fin de citation. L'opposant, victime selon son entourage d'une cabale politique de la part du camp d'Ousmane Sonko, a déposé 2 recours devant la Cour d'appel et la Cour suprême. Il attend désormais de savoir si l'arrêté préfectoral qu'il a déchu de son mandat de maire sera invalidé. Par ailleurs élu député en novembre, il a été définitivement radié de l'Assemblée nationale dans la foulée pour la même condamnation qui pourrait aujourd'hui lui coûter la mairie de la capitale. Gwenda Lavina, Dakar, RFI. À Dakar où le conseil municipal doit se réunir à partir d'aujourd'hui pour examiner le budget de l'année 2025. La séance sera donc particulièrement scrutée, d'autant que les conseillers municipaux affirment être toujours interdits d'accès à l'hôtel de ville. En Guinée maintenant, le pouvoir bientôt plus reconnu par la principale plateforme d'opposition. Les forces vives qui regroupent des partis d'opposition et des organisations de la société civile critiques de la transition annoncent que cette décision prendra effet dès le 31 décembre prochain. C'était la date limite promise pour le retour à l'ordre constitutionnel, celle aussi qui avait fait l'objet d'un accord avec la CEDEAO, mais il y a 2 semaines, le porte-parole du gouvernement a confirmé qu'elle ne serait pas tenue. Il évoque une deuxième phase, la refondation de l'État, sans donner plus de précision. Dans leur communiqué, les forces vives de Guinée demandent la mise en place d'une transition civile. Abdoul Sako, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, une des organisations signataires. Nous parlons d'une situation de fait parce que ce mandat que nous appelons le chronogramme de la transition
que les autorités de la transition se sont octroyées et par le bénéfice du doute qui a été accepté par le peuple de Guinée et la communauté internationale, arrivent à terme sans pour autant qu'il n'y ait aucune responsabilité en termes de démarches techniques, démarches administratives et démarches sociopolitiques pour dire quels sont les faits qui ont concouru au non-respect de ces engagements. Il n'y a aucune démarche pertinente, visible, perceptible de retour à l'ordre constitutionnel. La responsabilité voudrait que nous nous engageons à travailler, à informer et mobiliser le peuple pour aller vers une transition civile en respectant et donnant du contenu à cet engagement. Donc, une fois encore, nous sommes face à une situation où c'est le ras-le-bol à tous les niveaux. Des propos recueillis par François Mazet. Célébration de Noël dans un pays en guerre hier en RDC, dans l'est du territoire où les combats font toujours rage depuis 3 ans entre forces congolaises et rebelles du M23. Des milliers d'enfants ont passé les fêtes dans des camps de déplacés. Ils étaient notamment 3000 à Kanya-Rouchinia, près de Goma. Des jeunes encadrés par l'organisation Goma Active qui organisait un repas de Noël pour tenter de leur redonner le sourire. Sur place, Héritier Baraka. Au milieu d'un terrain en sable sous une pluie battante, des centaines d'enfants font la queue dans l'espoir de recevoir à manger. Les visages déjà faits et soleil s'éclairent car ils reçoivent de la nourriture. Âgés de 7 et 10 ans, ils se réjouissent de pouvoir célébrer Noël comme d'autres enfants. Nous avons reçu du riz, de la viande, des pommes de terre, du jus, des haricots. Je me sens bien car à la maison, on ne devait pas fêter Noël. J'ai eu de la nourriture. Comme je suis déplacée, normalement je ne pouvais pas en avoir. Dans ces cas de déplacés, il faut des jetons pour recevoir et à manger. Cette distribution de Noël pour les enfants est exceptionnelle. Ange Jibou est venu chercher de la nourriture pour ses 3 enfants. Mes enfants auraient dû passer une journée sans manger. Cette aide, elle nous réconforte. Avant, quand on vivait encore chez nous, on pouvait fêter Noël, mais plus maintenant. De Paul Bakoulou, membre de l'organisation Goma Active, à l'initiative de cette distribution, plaide pour la fin de la guerre dans l'est du Congo. C'est un appel à tous les belligérants de cesser les feux, de cesser avec la guerre. Et nous faisons un appel à l'humanité pour que ces enfants rentrent chez eux. Nous demandons à la communauté internationale d'activer et de faire de son possible pour qu'il y ait un accord de paix entre les belligérants. À quelques dizaines de kilomètres d'Ika, les combats se sont poursuivis ce mercredi entre les FARDC et les M23 dans plusieurs localités du Nord Kivu. Héritier Baraka, Goma et RFI. Et dans ce contexte, l'armée congolaise affirme avoir abattu 6 drones kamikazes des forces spéciales de l'armée rwandaise, selon le porte-parole de l'armée dans la région, le colonel Mac Azukai. Il s'agit des unités d'élite des FARDC qui ont abattu ces drones hier dans la localité de Mambasa, en territoire de Lubero, à plus de 150 km au nord de Goma, la région où les armées congolaises et leur supplétif civil Wazalendo tentent toujours de reprendre la ville d'Alimbongo, tombée il y a 10 jours lors d'une offensive éclair menée par les rebelles du M23. RFI, il est 8h38 à Maputo et la crise post-électorale s'aggrave au Mozambique. Près de 3 mois après la présidentielle du 9 octobre dernier, 1500 détenus se sont évadés hier de la prison centrale de la capitale. Ils ont profité de l'agitation créée par 3 jours de manifestations pour réclamer toujours la démission du président Daniel Chapo, accusé de fraude électorale. Une réélection confirmée en début de semaine par la Cour constitutionnelle mozambicaine et immédiatement saluée par l'Afrique du Sud. Un soutien qui tranche avec l'inquiétude exprimée par les États-Unis, Washington qui évoque un manque de transparence, de quoi alimenter les critiques de nombreux observateurs locaux. Ils pointent l'embarras du gouvernement sud-africain dominé par l'ANC face à ce qui se joue de l'autre côté de la frontière. Les détails avec Lisa Fabian. L'aggravation de la crise post-électorale au Mozambique pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'Afrique du Sud toute proche. Le pays entretient des liens économiques importants avec son voisin, rappelle l'analyste mozambicain Joao Feijo. L'Afrique du Sud est dépendante des matières premières importées depuis le Mozambique, notamment du gaz qui est fourni à la compagnie nationale Sasol, mais aussi de l'électricité produite par le barrage de Cahora Bassa. L'accès au port de Maputo est aussi crucial. Face à ces enjeux, le gouvernement sud-africain est de plus en plus critiqué pour son attentisme. Mais pour le Congrès national africain, qui a perdu sa majorité absolue à l'issue des élections générales de mai 2024, il s'agit avant tout de ne pas se compromettre. Les mouvements
mouvements de libération qui sont toujours au pouvoir dans la région, que ce soit l'ANC, la ZANU-PF au Zimbabwe ou le MPLA en Angola, redoutent le vent de changement qui souffle au Mozambique et qui pourrait aussi porter l'opposition dans leur propre pays. Le ministère des Affaires étrangères sud-africain s'est contenté jusque-là d'appeler toutes les parties à faire preuve de retenue et de calme et à engager un dialogue constructif au Mozambique. Un nouvel espoir pour les patients atteints du VIH au Rwanda. Le pays va devenir le deuxième État d'Afrique subsaharienne à utiliser le CAB-LA, traitement innovant lancé plus tôt cette année en Zambie. Recommandé par l'OMS depuis 2022, l'administration des premières doses à Kigali doit prendre place d'ici la fin de l'année, Lucie Mouillot. Moins contraignant que les comprimés PrEP à prendre tous les jours, le CAB-LA se présente sous forme d'injection à recevoir tous les 2 mois. Une nouvelle option de traitement moins intrusive au quotidien, affirme le docteur Basili Kuzo, directeur de l'unité de prévention contre le VIH au Rwanda. Nous l'avons planifié car certains qui utilisent les PrEP orales ratent des doses et donc réduisent l'efficacité du traitement. Avec les injections, nous espérons voir une amélioration dans l'adhésion au traitement, son efficacité et réduire les stigmas. Au Rwanda, plus de 10 000 personnes suivent un traitement PrEP réservé aux communautés à risque de contracter le VIH, comme les travailleurs du sexe ou les partenaires de séropositifs. L'introduction dans le pays des injections CAB-LA doit être progressive, à commencer par 2 établissements de Kigali. Pour les 2 sites, nous allons commencer par 1000 doses environ et si nous voyons que le taux d'acceptabilité est élevé et les résultats positifs, car nous allons effectuer un suivi d'1 an, nous verrons comment augmenter ces doses pour étendre le programme au reste du pays. Ces dernières années, le Rwanda est parvenu à stabiliser le taux de prévalence du VIH à près de 3% de la population. Les efforts de prévention et de dépistage ont permis, selon le ministère de la Santé, de diminuer de moitié les nouvelles infections en moins de 15 ans. Lucie Mouillot, Kigali, RFI. Et puis coup d'œil dans le rétro pour conclure cette édition. Rappelez-vous, nous sommes au Stade de France, la finale du triple saut des JO de Paris en août dernier. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango visait l'or. Le titre olympique serait venu couronner son palmarès déjà immense, mais la magie n'opère pas. Pas de médaille, pas de podium. La désillusion d'Hugues Fabrice Zango, rétro signé Frédéric Sutton. Dès le départ, tout de suite, moi je l'ai senti un peu trop crispé. Pour moi, c'est des signes de pression, de stress qui ont été mal gérés. Il subissait la compétition. L'œil de Françoise Bango, qui était notre consultante durant les JO. Tout de suite, elle a vu, elle, la Camerounaise, double championne olympique du triple saut, qu'Hugues Fabrice Zango n'était pas dans son assiette. Le Burkinabé n'a pas su se sublimer cette soirée du 9 août 2024 qu'il avait coché. Pourtant, depuis des mois, des années, elle lui a échappé, 5e seulement de la finale du triple. Seulement 17,50 m aujourd'hui. Effectivement, la technique a beaucoup pêché. Malheureusement, ce n'est pas sorti aujourd'hui. On va dire que c'était pas mon jour et c'est tout, hein. Depuis 2019, Hugues Fabrice Zango avait franchi une à une toutes les étapes menant à la gloire. Le bronze olympique à Tokyo, puis des titres de champion du monde en salle et en plein air. Bredouille à Paris. Aura-t-il encore l'énergie pour rebondir ? Vous avez 30 ans, Los Angeles dans 4 ans, c'est encore jouable. Ah, je serais un peu vieux quand même. Hein. Oui, mais la thèse, là, ça y est, ingénierie électrique, tout ça, le diplôme, vous l'avez, vous pouvez vous consacrer complètement, à la thèse. Je suis docteur en génie électrique et il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là. Donc, il faudra voir comment je concilie après ma vie extra sportive et puis ma vie sportive, histoire de glaner encore une médaille, histoire de finir sur une belle note. Finir sur une belle note, l'attachant Hugues Fabrice Zango, peut-être en septembre prochain à Tokyo, aux Mondiaux d'athlé. Merci à vous, Pierre Boudias. 7h44 à Paris, les grands titres de l'actualité de ce jeudi 26 décembre. Et des affrontements violents hier à Tartous en Syrie. Ils ont opposé des hommes armés et les forces de sécurité qui tentaient d'interpeller un officier du pouvoir déchu. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque 17 morts. Le ministère syrien des droits de l'homme le ministère syrien de la Défense parle, lui, de 14 de ses membres tués. Tartous, où, comme Adjablé et Latakié, plusieurs milliers de Syriens alaouites ont manifesté hier après l'émergence d'une vidéo montrant l'incendie d'un sanctuaire religieux. Première protestation
l'expulsion d'ampleur de cette minorité depuis la chute de Bachar al-Assad, qui appartenait lui-même à cette communauté alawite. En Corée du Sud, après la destitution par le Parlement du président Yoon Suk-yeol, c'est désormais celui qui assure l'intérim, Han Duck-soo, qui pourrait subir le même sort. L'opposition annonce en tout cas avoir déposé contre lui une motion de destitution. En cause, son refus de nommer des juges à la Cour constitutionnelle qui doit encore acter le renversement de Yoon Suk-yeol. Plusieurs pays d'Asie commémorent aujourd'hui le pire tsunami de l'histoire. C'était il y a tout juste 20 ans, près de 230 000 morts ce jour-là en Asie. Ce matin, une sirène a retenti pour cet anniversaire en Indonésie, le pays le plus frappé. Et puis le Mexique perd l'une de ses plus grandes voix. La chanteuse Dulce est morte, elle avait 69 ans, une voix puissante qui avait notamment séduit les festivals latino-américains et européens dans les années 70 et 80. On passe à la revue de presse africaine avec vous, Théo Renaudon, bonjour. Bonjour. À la une, Théo, en République démocratique du Congo, 6 drones abattus, le M23 accusé de recruter des civils. Drones abattus rwandais, affirme l'armée de la RDC. Le site afrique.com détaille qu'ils ont été interceptés au-dessus de la localité de Mambasa, située dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Le mouvement du 23 mars M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, progresse de plusieurs dizaines de kilomètres ces derniers jours à l'est de la RDC, faisant craindre un effondrement du front. Et la presse locale s'agite. Parler moins, agir plus, titre le journal Soft International dans un éditorial va-t-en-guerre. Il fustige la simple communication de la RDC face au Rwanda et prône plus d'action. Il décrit: trop de communication tue la communication face au Rwanda. Nous aurions dû faire mieux, éviter de trop ouvrir la bouche mais agir avec efficacité. Pourquoi notre pays aime tant ouvrir la bouche? Alerter son entourage sur un danger qui pointe à sa porte ne manque pas de sens, mais est-ce la première action à engager en l'espèce, ou faut-il au contraire chercher à neutraliser le danger? Ceux qui dirigent le monde savent, ils frappent et communiquent après. D'autres titres sont bien plus mesurés. Le site actualité.cd donne la parole au prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Dans ce contexte, il appelle à organiser une conférence internationale sur la paix en RDC en 2025. Il écrit: nous sommes tenus de nous fédérer pour imposer le respect des valeurs fondamentales, le respect de la vie, de la dignité humaine, de la liberté, de la justice, du travail, de la fraternité, qui sont les fondamentaux de notre nation et le socle sur lequel repose notre cohésion sociale. Dans cette noble initiative, j'ai la conviction que nous ne serons pas seuls. Fin de citation. Le médecin, ancien candidat à la présidence. Au Maroc maintenant, Théo, débat public après que le ministère de la Justice a présenté sa réforme du code de la famille. Le vrai match commence, titre Maroc Hebdo. Pour rappel, ce code, la Moudawana, régit de nombreux mœurs dans le royaume où l'islam est religion d'État. Le ministère de la Justice recommande donc interdiction du mariage pour les mineurs, réglementation plus stricte de la polygamie et maintien du droit de garde des enfants pour la mère divorcée, même cas en cas de remariage. Maroc Hebdo résume ainsi le paysage politique. À gauche, un camp progressiste dont les franges les plus radicales se passeraient bien de tout ce qui s'apparente à des aspérités religieuses. Et de l'autre côté, on se méfie et on ne rechignerait pas, si cela était possible, à jeter le bébé avec l'eau du bain et carrément, dans l'idéal, à revenir à un statu quo antérieur de la Moudawana, version 2004. Au milieu de tout ça, le roi, seul position publique pour l'instant citée par Maroc Hebdo, ne pas interdire ce qui est autorisé, ni autoriser ce qui est prohibé. Le journal prédit d'intenses mois de débats à venir. Et puis pour finir, l'Afrique se prépare au retour de l'ouragan Trump. Titre de Jeune Afrique, le milliardaire américain promet de secouer le continent africain pour le meilleur comme pour le pire. Panorama des inquiétudes et quelques espoirs. Le magazine rappelle les relations tendues entre Donald Trump et le continent. Lui qui a promulgué par exemple le Muslim Ban en 2017, interdisant l'accès du territoire américain aux visiteurs provenant de la Libye, de Somalie ou du Soudan. Plus tard, les citoyens du Nigeria, de Tanzanie, d'Égypte, du Tchad, du Mali, du Soudan du Sud et de l'Érythrée ont subi des restrictions d'entrée aux États-Unis. Ce retour a donc de quoi inquiéter pour de nombreux pays africains. Théo Renaudon pour la revue de presse africaine, 7h49 à Paris.
Et la fin de l'année 2024 approche. Ça veut dire que sonne l'heure des bilans en tout genre. Et ce matin, celui de l'état de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Depuis 4 ans, elle est mise à mal par une succession de coups d'État militaires. Mais il y a aussi d'autres points plus positifs. On en parle avec l'invité de la rédaction africaine, le politologue Mathias Unkpe, qui a co-signé avec Ismaïla Madior-Fall une analyse comparée des commissions électorales en Afrique de l'Ouest publiée par la fondation Friedrich Ebert. En ligne de Dakar, l'essayiste répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Mathias Unkpe, bonjour. Bonjour. Du point de vue des avancées démocratiques en Afrique de l'Ouest, est-ce que 2024 est un bon cru ou un mauvais cru ? Moi, je dirais grosso modo que c'est un bon cru parce que nous, en Afrique de l'Ouest, on a organisé des élections dans 2 pays et dans ces 2 pays, ces élections se sont plutôt bien déroulées avec des résultats qui témoignent de la capacité des institutions des pays concernés à jouer convenablement leur rôle et aussi de la capacité des citoyens à s'organiser pour protéger la démocratie, protéger les élections. Alors on va reparler du Ghana. Il y a 10 mois, au Sénégal, quand le président Macky Sall a annoncé un report de l'élection, les pronostics étaient très pessimistes, vous vous souvenez, et puis finalement tout s'est bien passé. Par quel miracle ? Je pense parce que il y a eu 2 ou 3 choses. La première, pour moi, les institutions ont bien joué leur rôle. Si vous prenez par exemple l'organe de gestion des élections, vous prenez le Conseil constitutionnel, chacune de ces institutions a joué convenablement son rôle. Deuxième élément important, les citoyens sont sortis pour exprimer clairement ce qu'ils voulaient. Et quand je dis les citoyens, que ce soit les citoyens ordinaires qui sont sortis dans les rues, que ce soit les organisations de la société civile, les associations professionnelles, tout le monde est sorti pour exiger ce qu'il voulait. Et le troisième facteur, c'est quand même que le président Macky Sall a compris que le peuple voulait autre chose et a laissé passer. Alors dès le lendemain du scrutin présidentiel, dès le 25 mars, et contre l'avis de Macky Sall d'ailleurs, le candidat du pouvoir sortant, Amadou Ba, a reconnu sa défaite et a appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut le saluer, mais il faut aussi reconnaître que c'est une habitude au Sénégal. Vous vous rappelez Abdou Diouf, vous vous rappelez Abdoulaye Wade. Donc maintenant, le candidat Ba a reconnu. Je crois qu'au Sénégal, c'est vraiment une habitude que les perdants reconnaissent spontanément leurs échecs. Autre alternance démocratique cette année en Afrique de l'Ouest, le Ghana, où la présidentielle a marqué le retour au pouvoir de l'ancien président, John Dramani Mahama. Est-ce que le Ghana peut être un exemple pour toute la sous-région ? Je pense que le Ghana peut l'être. Par exemple, le Ghana, c'est le pays où la commission électorale fait beaucoup d'efforts pour gagner la confiance des citoyens. Vous savez, au-delà de la réalité de votre gestion des élections, la confiance des parties prenantes est extrêmement importante. Et au Ghana, cette commission, jusqu'au dernier moment, elle a fait concession sur concession pour augmenter la transparence dans le processus. Au Ghana, si vous voulez, les partis politiques se donnent les moyens de jouer correctement leur rôle. Vous vous imaginez que le perdant a concédé la victoire sur la base des résultats collectés par le parti lui-même. Ils n'ont même pas attendu la proclamation de résultats provisoires par la commission. C'est sur la base des résultats qu'ils ont collectés eux-mêmes. Ça veut dire qu'un parti politique au Ghana est capable, le soir des élections, de collecter suffisamment de résultats pour savoir s'il a perdu ou non. Et donc pour moi, c'est une leçon pour les partis politiques dans la sous-région, c'est une leçon pour les commissions ou les organisations qui gèrent les élections en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier. Et pour moi, vraiment, il y a des choses qu'on peut apprendre sur les élections au Ghana. L'un des grands rendez-vous électoraux de l'année prochaine, c'est la présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est en octobre prochain. Qu'est-ce que vous en attendez ? Disons que je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, la commission électorale a besoin de faire beaucoup plus d'efforts pour gagner la confiance des citoyens. Et donc, je pense que l'environnement en Côte d'Ivoire est un environnement qui a besoin d'un peu plus d'efforts pour réduire les vulnérabilités qui pourraient faire une fois encore que la Côte d'Ivoire organise des élections avec des risques de conflit. Et si le président Ouattara décide de se présenter pour un 4e mandat, qu'est-ce que vous en penserez ? Disons que ma position sur cette question est connue. Moi, j'ai pensé qu'il n'aurait pas dû se présenter pour le 3e mandat. S'il se décide à aller pour le 4e, tout le monde sait que ça va être encore un élément de clivage supplémentaire. Est-ce que ces alternances réussies au Sénégal, au Ghana, peuvent aussi avoir un impact dans un pays comme le Togo, où le régime est en train de changer de constitution ? Lorsque des présidents durent au pouvoir au-delà d'une certaine limite, c'est très difficile de les voir laisser simplement le peuple s'exprimer
et d'écouter le peuple et de se soumettre aux décisions du peuple. Et donc, moi, je ne lirai pas, par exemple, ce qui s'est passé au Ghana et au Sénégal. Je ne lirai pas ça à la situation au Togo et je ne verrai pas ça comme une dynamique qui pourrait avoir une influence quelconque sur ce qui se passe au Togo. Mathias Unpe, je vous remercie. Essayiste, politologue, il répondait à Christophe Boisbouvier. Le prochain journal, c'est dans un petit peu plus de 5 minutes sur RFI. Mais d'abord, votre chronique, Maman. Vous aussi, vous faites le bilan de l'année 2024, mais dans la cour de récré. Et vous nous dites que ça a été très mouvementé. Oui, dans la cour de récré, l'année 2024 a été une année de grand chamboule-tout. Et oui, notre cher et tendre cour de récré, avec ses 2 poids et ses 2 mesures, ses sanctions internationales et son soutien inconditionnel, notre cour de récré a vu sa topographie remoulinée façon ChatGPT, une cour de récré toute neuve, comme sortie des mains et du scalpel d'un chirurgien esthétique. Par exemple, faisons une petite escapade dans ce qui a longtemps été le barycentre de la cour de récré. Oui, barycentre pour parler comme les jeunes, à savoir le carré VIP, a.k.a. la communauté internationale, a.k.a. les grands de ce monde, a.k.a. le camp du bien. Qu'est-ce qui a changé dans le carré VIP? Eh ben, on dirait que le carré VIP n'est plus ce qu'il a été, hein. Manu, le jeune homme de 47 ans, depuis quelques jours, Manu, doyen du carré VIP, puisqu'il est là depuis plus longtemps que les Olaf, Kerr, Georgia et compagnie, plus longtemps même que son futur ex-boss, Joe, qui s'en va cultiver ses fraises, qu'il sucrait allègrement depuis le premier jour de son premier mandat, paraît-il. Eh ben, tout ce beau monde du carré VIP est en train de claquer des dents. Pas à cause du froid hivernal, hein, mais à cause de ce qui promet de leur tomber dessus dès le 20 janvier prochain, quand Donald, I won again, reviendra dans le bureau ovale. It's payback time, a-t-il déjà promis. En français facile, vous allez me sentir. L'ex-bande à Barack se sent déjà orpheline parce qu'elle sait que Donald va encore les abandonner comme il l'avait fait lors de son précédent règne. Alors, chacun se cherche. Manu essaie de se débarrasser de l'entêtante odeur de dissolvant qu'il a sur les doigts depuis juin dernier à coup de recherche, de compromis et d'accords de non-censure. Kerr de Londres ne sait plus où il habite. Olaf en veut à Elon qui veut le faire déborder par l'extrême droite. Le même Elon à qui Georgia fait les yeux doux et davantage. En face, dans le préau, fief de Vlad le Costaud et Si Jinmet Shaolin, ce n'est pas bien différent. Tout le monde se dépêche de grignoter ce qu'il peut. Ah bah oui, avant le 20 janvier. Vlad, ceinture noire de judo, sait qu'en judo, ta force peut être retournée contre toi par ton adversaire pour te faire mordre la poussière. Alors, Vlad bétonne son pique-nique dans le jardin de Z de Kiev, sans faire de vagues, mais sans bouger. Mais de l'autre côté, Z de Kiev, lui, veut mettre du sable dans le pique-nique de Vlad pour lui faire remballer ses clics et ses claques. Du coup, Vlad a laissé tomber son protégé, le petit Bachar. Bachar qui a déguerpi Dardar devant les barbus de Recep d'Istanbul d'un côté et les barrés de Benji a le droit de se défendre de l'autre. Recep et Benji, les deux gagnants de ce chamboule-tout de la cour de récré. Mais le grand perdant, parce qu'il y en a un, c'est ce petit coin du préau qu'on appelait n'a pas le droit d'exister. Bah oui, sous les coups de boutoir de Benji, cette bandelette de la cour de récré n'a pas le droit d'exister et devenue n'existe plus. À lundi. À lundi, Maman. Le journal de Diane Berger dans 1 minute. On sera en Syrie où les différentes factions armées doivent se dissoudre pour rejoindre le ministère de la Défense. Et puis on va revenir aussi sur le tsunami le plus meurtrier de l'histoire. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, en Asie. Je vous dis à tout de suite sur RFI.